Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, un podcast à la rencontre de 12 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement associatif et humaniste. Elles sont artistes, patientes, aidantes, infirmières, chirurgiennes, médecins, cadres de santé ou administratives, mécènes, entrepreneurs ou encore présidentes d'associations. Elles ont toutes un point en commun, elles avancent vers un avenir qu'elles dessinent au jour le jour, sans renoncer à leurs rêves ou à leurs ambitions, en façonnant leur juste place avec passion, énergie et détermination. Ce podcast en 12 épisodes est une production de l'Institut Paoli Calmettes, lancé en mars 2023 par moi-même, Valérie Rivier, directrice communication à l'IPC, à l'occasion de la signature de la charte parité femmes-hommes à l'hôpital. Épisode 9, Marion Fauché, anesthésiste réanimatrice, responsable de l'unité d'anesthésie et responsable médicale du bloc opératoire. Marion Fauché, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au studio. Vous êtes anesthésiste, réanimatrice, responsable de l'unité d'anesthésie, responsable médicale du bloc opératoire, interne en 99 à l'IPC, puis de retour depuis 2003. C'est exact. Au sein de notre établissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler tout simplement de votre parcours d'exception au sein de l'IPC en tant que professionnel médical et peut-être, pourquoi pas, inspirer des vocations. Pourriez-vous m'en dire davantage sur les choix qui ont été les vôtres, peut-être dès le plus jeune âge, pour vous orienter dans le domaine de la santé? Alors en fait, j'étais pas du tout destinée à ça au départ, puisque ma sœur est médecin déjà, et médecin à l'IPC aussi depuis de nombreuses années, et mes parents avaient décidé qu'un médecin dans la famille, ça suffisait largement. Donc ils auraient préféré que je me destine à des études de commerce. Moi j'étais déjà un peu intéressée par la santé, mais j'avais pas encore fait mes choix, et donc ils ont pris la décision, pour me montrer ce que c'était, de m'envoyer chez ma sœur qui était interne en hémato à Paris à l'époque, et ils avaient donné comme consigne à ma sœur, prends-la un peu avec toi en service, comme ça elle verra ce que c'est, et puis au moins elle comprendra que le commerce c'est plus cool. Et en fait ça a été l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai suivi ma sœur qui était interne d'hémato pendant une semaine, et quand je suis revenue, j'ai dit à mes parents, écoutez, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc, largement inspiré et motivé à suivre le chemin. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant d'ailleurs, pourquoi avoir encouragé ou laissé votre grande sœur faire le choix de la médecine et vous et vos parents être plus réticents, être en réserve quant à votre parcours? Parce qu'ils trouvaient que c'était difficile, long, que l'internat c'était compliqué. Faut dire qu'être interne d'hémato à Paris, à l'époque, c'était, comme être interne maintenant, c'était quand même très très astreignant. Ma sœur était passionnée, mais elle avait un boulot qui était très très prenant, et ils étaient un peu inquiets de voir que j'allais m'engager dans la même. Bon, après c'était pas la honte non plus d'être médecin, mais disons que mon père m'avait dit, choisis un métier où tu pourras déléguer, tu comprendras plus tard, etc. Vous voulez un peu vous préserver, de tension, de stress. Oui, puis je pense que peut-être égoïstement, ils se sentaient pas d'avoir une deuxième fille qui allait faire la première année, l'internat. C'est beaucoup de pression pour la famille quand même, ces études. D'abord c'est des enfants qui restent longtemps à la maison. Et puis c'est vrai qu'on a quand même des examens tous les ans pendant un moment, puis que la préparation de l'internat c'est quand même quelque chose, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire on a fait toutes ces études et si finalement on n'arrive pas à faire ce qu'on veut quand même, c'est compliqué. Donc je pense qu'ils étaient plus angoissés pour moi que véritablement en charge de me décourager, hein. Mais c'est vrai que pour moi ça a été la révélation. Tout de suite j'ai aimé l'ambiance de l'hôpital, j'ai aimé me rendre utile, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me donne des petites missions, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, puisque j'étais très jeune, puisqu'on a 8 ans d'écart avec ma sœur, donc elle venait vraiment de finir, et moi j'étais pas encore en médecine, j'étais en terminale ou en première, et ça m'a donné vraiment envie d'évoluer dans ce milieu, et je me suis pas trompée, Vous êtes à votre place. Je pense, oui. Et quel a été le cheminement après médecine pour devenir anesthésiste réanimatrice? Alors ça non plus, j'étais pas destinée à ça. Au départ, je voulais faire de la pneumo.
Et mon premier choix a été particulièrement difficile parce que j'étais dans un gros service de pneumo à l'hôpital Nord et que les urgences étaient compliquées, aussi bien dans le service que dans le service d'urgence de l'hôpital Nord, qui est quand même, voilà, on voit énormément de monde. Pour un interne premier choix, c'était très angoissant. Et je me suis dit, il faut que je fasse un choix de réa pour arriver à gérer les patients lourds, les urgences vitales. Je me sentais pas à l'aise. Et donc, j'ai fait un choix hors filière, comme on appelait à l'époque, puisque j'étais en filière médicale et que la filière anesthésie-réanimation était à part. J'ai fait un choix hors filière pendant 6 mois pour me désangoisser, dégrossir un peu sur les gestes vitaux. Et quand je suis retournée en pneumo le semestre qui a suivi, en fait, je me suis aperçue que je préférais la réanimation. J'étais destinée à évoluer dans ce milieu, parce qu'il y a un gros travail d'équipe, enfin, c'est très particulier, la réanimation. Donc, j'étais au départ destinée à faire de la réanimation, et puis j'ai fait un choix donc en anesthésie qui m'a plu aussi. Donc, je me suis dit, bon, c'est cette spécialité que je veux embrasser. J'ai fait un droit au remords. Et ensuite, je fais mon cursus en anesthésie-réanimation, avec plus quand même de choix de réa que de choix d'anesthésie au départ. Et ensuite, quand il a fallu choisir, j'étais sollicitée pour faire un DEA dans la physiologie respiratoire. Alors ça m'a plu. Mon problème, c'est que tout me plaisait, donc c'était compliqué de faire un choix. C'était compliqué de faire un choix. Et là, le chef de service m'a proposé de poursuivre dans la recherche. J'ai accepté et je suis partie faire un assistanat en recherche en physiologie respiratoire et musculaire à l'hôpital Nord. Et donc j'ai fait une thèse de sciences. Et finalement, quand il a fallu décider de ma vraie voie, la clinique me manquait trop et je suis revenue à l'IPC. J'ai demandé au chef de service de l'époque à reprendre. J'ai arrêté la recherche. La recherche, c'est quelque chose enfin, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les chercheurs parce que on peut prendre une journée entière et puis la mettre complètement à la poubelle parce que la manip a pas marché, parce que on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait ou tout simplement parce que c'était pas une bonne journée. Et on a plus difficilement la sensation du travail accompli que quand on fait une journée en clinique où on a quand même des journées qui se passent pas bien, hein, faut pas croire. Mais c'était cet équilibre que je trouvais avec la clinique que je ne retrouvais pas avec la recherche. Donc une fois que ma thèse de sciences a été bouclée, en fait je suis revenue à l'anesthésie-réanimation et je me suis dit non, c'est ça que je veux faire. Voilà, justement. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien alors? Parce qu'il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Qu'est-ce qui fait que, voilà. Alors on vibre pas tous les jours, hein. Il y a toujours une routine qui s'installe. Après, donc là moi je fais essentiellement de l'anesthésie. L'anesthésie, vous ne savez jamais comment va se passer votre journée. Il y a toujours des imprévus. Alors des imprévus positifs ou des imprévus plutôt négatifs. Mais disons que c'est une adaptation permanente. Donc ça, c'est un peu une aventure au quotidien quand même, une aventure humaine. On aide les gens, on soulage la douleur, on est présent. L'anesthésiste, c'est un peu une figure de l'ombre. Hein. C'est pas quelqu'un qui est sur le devant de la scène, mais en même temps, c'est le pilier aussi de l'intervention chirurgicale. Donc c'est intéressant d'apporter sa contribution quotidienne à des interventions, quelle que soit leur nature. Puis ce qui me fait, moi, personnellement vibrer aussi, c'est le travail d'équipe. Je pense que, après ça dépend des individus, hein, mais à titre personnel, je pense que je suis bien meilleure en équipe que toute seule. Que je suis capable de beaucoup plus d'abnégation pour que l'équipe fonctionne, pour que le programme avance, pour que les choses avancent, que si j'étais seule dans mon coin, par exemple dans un cabinet de dermatologie ou de médecine interne, ou peu importe. Mais voilà, donc moi c'est vraiment le point d'orgue de mes journées, c'est que ça fonctionne bien en équipe, que les gens soient contents, que les patients soient bien pris en charge, que l'équipe ait la sensation d'avoir fait une bonne journée de travail. Ça, c'est motivant au quotidien. Ce sont vos carburants au quotidien. Oui, vraiment. Et je m'interroge parce que je ne suis pas spécialiste. Avoir la double casquette responsable d'unité d'anesthésie et responsable médical du bloc opératoire,
Comment vous faites pour gérer les deux au quotidien et tout le périmètre de responsabilité qui vous incombe? J'ai un téléphone qui sonne beaucoup. Voilà. J'essaye de faire des journées plutôt thématiques bloc, d'autres thématiques anesthésie pour pas justement trop confondre les deux. Après, je pense qu'il faut pas mal d'organisation dans sa tête et puis je suis pas toute seule. Je suis très aidée. J'ai une équipe derrière, que ce soit les anesthésistes ou les chirurgiens, les infirmières du bloc. On travaille tous ensemble. Voilà, on se fixe des objectifs qu'on essaie d'atteindre. C'est pas toujours facile de concilier les deux, dans la mesure où je suis à la fois sur le terrain et aussi obligée de prendre les décisions. Voilà, donc j'essaye de rester objective, à l'écoute. Ça aide. Et les challenges à venir, si vous vous en lancez encore de nouveau, quels seraient-ils? Alors, les challenges à venir, c'est la qualité de vie au travail pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle et qu'en tant que manager, j'ai envie de faire progresser. Je me suis formée au management grâce à l'Institut qui m'a permis de faire plusieurs formations que j'aimerais poursuivre. Et ça, je trouve que la richesse de l'humain, on la retrouve bien dans ce genre de formation. J'ai appris pas mal, j'ai progressé, j'espère, depuis 5 ans, ou 6 ans même, que je suis responsable de l'anesthésie. Donc la qualité de vie au travail, vraiment, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis faire progresser les parcours des patients au bloc opératoire, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Notamment sur moderniser la prise en charge, faire en sorte que les patients soient de plus en plus chez eux et qui viennent dans un endroit qu'on leur a déjà présenté, qui connaissent, mais qui passent le moins de temps possible à l'Institut. Ça, c'est possible en modifiant les parcours. Ensuite, les challenges qu'on s'est fixés en équipe, c'est aussi le développement durable. Voilà, donc ça, on travaille dessus. Et puis, évidemment, dans mon métier, l'amélioration de la prise en charge de la douleur. On rajoute des cordes à notre arc et notamment on fait beaucoup d'hypnose. Oui. Et ça, j'aimerais qu'on progresse encore là-dessus, sur la communication. D'ailleurs, je vois peut-être besoin de vous pour inciter les patients à demander de l'hypnose. On fait de l'hypnose à plusieurs niveaux. On fait de la communication hypnotique, on fait de l'hypnose conversationnelle et on fait aussi des interventions sous hypnose. Donc tout ça, on a plein de projets pour étendre l'hypnose en termes de pratique au niveau du personnel. Moi, j'aimerais que tout le personnel de l'IPC soit formé à au moins la communication hypnotique et aussi faire en sorte que les patients comprennent ce qu'on peut leur apporter en termes d'hypnose pour les interventions sous hypnose. Il y a des réticences de la part des patients, patientes. Vous avez toutes sortes d'idées préconçues quand on parle d'hypnose, ce côté un peu magique, ce côté je vais être dépossédé de moi, on va prendre possession de ma personnalité, on va me faire des choses que j'ai pas envie de faire. Il y a encore pas mal d'idées préconçues, on communique beaucoup, les chirurgiens communiquent aussi. Mais je pense qu'on a une marge de progression, clairement. Aujourd'hui, je sais pas moi, sur 100 patients à qui on propose l'hypnose, on est sur... On doit être à même pas 1%. D'accord. On est aux prémices, on va dire. Après, toutes les chirurgies sont pas faisables sous hypnose. Bien sûr. Mais on a quand même défini des interventions qu'on peut faire sous hypnose, des chirurgies du sein, de la radiologie interventionnelle, de la petite chirurgie endoscopique urologique, des endoscopies. Il y a des choses à faire, puis il y a des gestes douloureux qu'on pourrait être amené à faire sous hypnose, comme je pense à mettre des sondes gastriques, faire des pansements. Voilà. Après, le champ des possibles. Oui, le champ des possibles est énorme. Est énorme, vraiment. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Si vous deviez citer une personne qui vous inspire dans votre entourage ou bien une citation de votre cru pour d'autres femmes qui souhaiteraient suivre votre voie et atteindre des niveaux de responsabilité tels que les vôtres, quel serait ce message ?
Le message que moi personnellement que vous auriez aimé entendre de la part de proches ou d'autres. Bon, moi, il y a une citation qui m'a toujours portée, c'est deviens ce que tu es de Nietzsche. D'accord. Voilà, je pense qu'avec ça, on peut faire énormément de choses. Et pour être plus pragmatique, une citation de ma grand-mère qui est la suivante: le non, tu l'as déjà, tout ce que tu risques, c'est le oui. Excellent. Ah oui. N'imaginez pas le nombre de choses que j'ai pu faire dans ma vie avec ces 2 citations. C'est bien. Au moins, vous aviez le bagage essentiel pour avancer. Écoutez, merci beaucoup Marion pour ce temps de partage et d'échange. Merci à vous. Une très belle fin de journée. Merci. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.